Alors, pour inventer cet objet qui est absolument indispensable avant même de commencer à travailler, donc c'est-à-dire que cette sculpture, il a fallu la penser et l'imaginer avant le premier jour de répétition. C'est-à-dire que puisque le travail de répétition consiste beaucoup, dans un premier temps, dans une recherche de matière, une recherche des possibles euh, à partir de l'objet. Donc la première étape de cette sculpture, c'était d'abord quelques petits dessins. Des petits dessins. J'ai commencé par faire des petits traits avec des corps dessinés. Et je suis parti assez vite sur l'idée d'une sculpture anthropomorphe. Ce côté anthropomorphe, je crois que personne ne le voit. C'est pas grave, puisque moi je revendique totalement le fait que le spectateur, et je suis spectateur aussi voilà, d'autres d'œuvres, que ce soit de la peinture ou autre, se fait sa propre narration, sa propre image et son émotion et sa perception, la perception du spectateur est la bonne. Il n'y a pas de mauvaise interprétation. Donc que personne ne voit ce côté anthropomorphe, ça m'embête pas du tout. Bien que nous, avec les danseurs, voilà, on sait très bien, on dit bah tu vas au niveau du petit bras, tu fais le tour de la tête, on change le bassin de forme, non non tu vas sur jambe droite, ça personne ne le voit, mais c'est pas grave du tout. Euh, et assez vite, j'ai soumis ces petits dessins à un sculpteur avec qui j'ai déjà collaboré sur la précédente création qui s'appelle les ondes gravitationnelles, Vincent Brédif. Et donc Vincent m'a fait une première petite maquette en fil de fer. Et en travaillant un peu les angles, on s'est rendu compte que cette maquette en fil de fer, j'avais envie que cette sculpture soit mobile. Au départ, j'avais un peu imaginé des articulations, mais finalement, au bout du compte, il n'y a qu'une seule articulation qui persiste. Et on est plutôt sur une histoire de renversement. C'est-à-dire que cette petite sculpture en fil de fer, on arrivait à lui donner 3 ou 4 positions juste en la basculant dans un sens et dans l'autre. Et ça me plaisait bien. Et d'ailleurs, il y a une espèce de question comme ça qui était à l'origine de ce projet. C'était comment est-ce que on pourrait imaginer un renversement ascendant. Donc les consignes que je peux donner, ça peut être, à un moment donné, je me souviens, on avait travaillé quelque chose qui était de l'ordre du lierre. Donc comment est-ce qu'on peut donner chair à cet objet en longeant au plus proche possible cette matière et en s'en extrayant un tout petit peu, peut-être pour créer comme un coude qui va sortir, un membre qui va sortir comme ça voilà, au lieu d'un bras allongé, tout d'un coup on crée une articulation par le mouvement du corps à cette sculpture géante. Et ensuite, à partir de ça, les danseurs sont vraiment force de proposition. C'est-à-dire que ils vont inventer des choses qui leur sont propres et dont je vais m'emparer, qui vont me faire dévier forcément aussi de ce que j'ai pu imaginer au départ. Euh, et c'est un moment aussi ce moment de la répétition, c'est un moment où il faut être très très attentif parce que parfois, euh, au sein d'une impro, il peut y avoir à peine quelques secondes un petit fragment, la naissance de quelque chose qui parfois se fait de façon consciente pour le danseur, parfois c'est juste une transition ou c'est un replacement et ça peut amener à tout d'un coup à bifurquer vers une narration nouvelle, vers une matière gestuelle complètement différente et c'est là où il y a un dialogue qui se crée comme ça entre les consignes que je donne qui peuvent se resserrer à un moment donné, c'est-à-dire qu'après ça peut être même des contraintes physiques plus précises, d'amplitude de mouvement, d'énergie, de narration, voilà, et on fait le tour avec ça. Il y a quelque chose qui nous a beaucoup préoccupé et on a construit plusieurs moments avec ce même thème, c'est un jeu de trajectoire. Parce que, parce que cet objet, il autorise. Donc, on a commencé par écrire un solo, qui peut être par exemple, on a un solo de Francisca en élastique, dans la structure, c'est-à-dire qu'elle utilise la structure comme une piste d'envol, ça lui permet de définir une trajectoire.
elle réatterrit sur cette structure, elle peut éventuellement se déplacer dessus et repartir pour un vol suivant, en passant éventuellement par le sol. À partir de ce solo, intervient Sibylle. Et comment est-ce qu'on arrive à imbriquer des trajectoires avec Sibylle tout en jouant le côté ludique de la proximité, des croisements un peu surprenants. Et une fois que ce duo existe, on fait intervenir un troisième personnage qui lui n'a pas du tout le même rapport à la structure, puisqu'il peut évoluer dans la structure que par sa propre force, puisque c'est un artiste de machinois, Ricardo, qui là, nous a rejoint sur le projet. Et donc voilà, on est vraiment dans ce jeu d'imbrication des trajectoires qui existe à plusieurs moments. Presque dans chaque position de la structure, il y a ce rapport de jeu de trajectoire. Créé pour l'espace public, moi, pendant longtemps, j'ai fait aussi un travail de plateau. Il y en a peut-être d'autres dans les tuyaux dans les années à venir, et c'est un vrai plaisir de passer de la boîte noire à l'espace public, et l'écriture est complètement différente. Et d'ailleurs, ça peut être un vrai piège de répéter une pièce pour l'espace public en salle. Là, on a eu des théâtres partenaires, notamment Châtillon, là, qui nous a accueillis pour travailler, et il faut faire très très attention à ce qu'on voit. Parce que ce qu'on perçoit et qui paraît super peut ne pas du tout fonctionner dans la rue, dans l'espace public. Et l'inverse est vrai aussi. Donc voilà, il y a une attention, il y a une compréhension, un mode d'écriture qui se transforme d'un lieu à l'autre. Et je dirais même d'un espace public à un autre, c'est-à-dire que d'un cloître à une place plus bruyante, plus animée. Même les danseurs, à leur insu presque, dans leur présence, vont occuper différemment l'espace. C'est-à-dire qu'ils vont plus aller chercher peut-être les spectateurs. Il y aura quelque chose, il faudra être peut-être encore plus enraciné qu'ici dans ce cloître où à mon avis l'infime et le détail est visible. Sans doute plus que sur une place où là, peut-être ça sera plus l'énergie et la détermination du danseur à rentrer dans sa matière qui va capter le passant qui va pouvoir s'arrêter ou partir. Alors voluminosité, donc c'est une question que j'ai eu envie de me poser et de poser à l'équipe aussi. Il y a quelque chose qui est déterminant, c'est ce quatrième interprète. Et il y a aussi d'autres clés d'écriture et même qui a déterminé le choix des interprètes, c'est le rapport à la gravité. C'est-à-dire qu'on a 3 rapports à la gravité différents. On a la gravité en suspension des danseuses, qui leur permet de prendre une impulsion sur la matière, de voler et d'atterrir à nouveau. Ricardo, le circassien, lui, ne peut évoluer à la verticale que par sa propre force. Donc il y a quelque chose de très musculaire, et s'il se lâche, contrairement aux danseuses, il revient très très vite vers le sol. Et il y a cette structure qui pèse ses 150 kg et qui a des gestes très lents. Quand on la fait basculer, on y va tout doucement parce qu'il faut faire attention à elle. Et son vol, puisqu'à la fin on la suspend, son vol, moi j'aime bien le qualifier de pesant. C'est pas quelque chose de négatif, il y a quelque chose pour moi, c'est une force poétique finalement, ce vol pesant. Et du coup, il y a ces 3 gravités qui s'interpénètrent et donc on cherche aussi entre guillemets à animer ce personnage, à lui donner une chair et une présence.